Bonjour, je vais vous parler du droit et du couple, mais au regard de ce que j'ai appelé l'antithèse, c'est-à-dire la structure, c'est-à-dire le refus du chaos. Je pense que l'humanité s'inscrit fondamentalement dans une démarche juridique, dans une démarche législative. Et toutes les religions sont fondées, s'articulent sur la loi. Et les lois des sociétés, à mon avis, ont précédé, jusqu'à un certain point, les lois de la science, et non pas l'inverse. Car, à une époque où elles se sont instaurées, ces lois, on ne connaissait pas dans la nature véritablement de lois. On n'avait pas encore compris les lois de la nature, mais on savait déjà instaurer les lois des hommes. Je pense à une relation de couple, par exemple. Quel est l'intérêt du mariage? L'intérêt du mariage, c'est d'instaurer une structure, d'instaurer un cadre qui se substitue à une situation chaotique. Une situation chaotique qui dépend de toutes sortes d'aléas, qui font que du jour au lendemain, on ne sait pas si on fera ceci, on fera cela, où on se retrouvera, où on ne se retrouvera pas, etc. Donc le droit va réguler tout cela, va fixer une règle de droit qui ne dépendra plus des caprices des uns ou des autres. Or, on a remarqué que dans les couples, souvent, il y en a un, par exemple, qui est beaucoup plus occupé que l'autre, qui a plus d'obligations que l'autre, et qui, de ce fait, risque de prendre le pouvoir en disant bah, tu comprends, moi j'ai telle et telle obligation, j'ai tel et tel rendez-vous, donc on fait les choses comme ceci et comme cela, à tel endroit, etc. Et ça, c'est inacceptable. Il faut qu'il y ait des règles qui s'imposent aux deux protagonistes, aux deux partenaires, et qui ne soient pas dépendantes de ce qui arrive à l'un d'entre eux et de ce qui ne peut pas, soi-disant, maîtriser, contrôler, ce qui lui donne tout pouvoir, finalement. Ces gens qui ne font pas ce qu'ils veulent sont aussi des gens qui vous imposent leurs propres contraintes, leur propre calendrier. Et ça, c'est inacceptable. Le rôle du droit, notamment dans ce domaine-là, mais ça pourrait être dans toutes sortes d'autres domaines, c'est que dans la relation contractuelle, même si elle est purement informelle, il n'est pas tolérable que l'une des parties soit dépendante du bon vouloir de l'autre, de la bonne disposition de l'autre. Par exemple, dans un couple où les gens vivent ensemble, la question n'est pas de savoir si on se retrouve le lendemain ou pas, sauf exception. Ça ne va pas dépendre des rendez-vous de l'un ou de l'humeur de l'autre. Il y a des choses qui doivent se faire de toute façon. Cela dit, il y a aussi un autre paramètre qu'il faut considérer, qui est celui de la subconscience, c'est-à-dire un certain nombre de lois qui ne sont pas de la surconscience, c'est-à-dire qui ne sont pas mises en avant comme cela et parfaitement définies par avance, mais qui sont sous-jacentes, qui sous-tendent notre activité, qui sous-tendent notre relation à l'autre. Et cela, par contre, existe de toute façon. Et toute la question, effectivement, c'est le dosage entre ces deux types de droits. Un droit naturel, très ancien, qui détermine un certain comportement, et un droit actuel, qui est ce qu'il est, et qui instaure un certain nombre de règles, parce qu'il en a été décidé ainsi, de façon parfaitement officielle. Alors que l'autre système est plutôt officieux, si on peut dire, même s'il est beaucoup plus profond. Il n'est pas présenté comme tel. Et par conséquent, toute la question, c'est de savoir si, en l'absence d'un cadre juridique bien défini,
il n'en reste pas moins qu'il y aura tout de même une certaine contrainte, un certain surmoi, si on peut dire, qui fera que les gens ne feront pas n'importe quoi. Quand bien même ne seraient-ils pas obligés d'agir ainsi au regard de la loi actuelle. Parce qu'il y a une loi souterraine, il y a une loi non formulée, non formalisée, qui veut que l'on se comporte d'une certaine manière avec les gens, et aussi, cela va dépendre malgré tout d'une certaine cyclicité. Donc, c'est ce que j'appelle la sexocyclologie. Donc, il y a des comportements qui sont liés à l'appartenance sexuelle, homme ou femme, qui sont liés à un système de phases, et qui ne sont pas de l'ordre du droit officiel, du droit actuel. Ce qu'on pourrait appeler le droit naturel, ça fait penser un peu au drame d'Antigone, à propos de son frère, à savoir que il y a des choses qui ne se font pas, qui ne peuvent pas se faire, qui n'ont pas le droit, c'est le cas de le dire, de se faire, quand bien même le législateur, le régulateur, le maître des lieux, prendrait telle et telle disposition ou interdirait telle et telle activité ou action. Donc nous sommes tous pris dans cette espèce de dualité entre nos obligations officielles et nos obligations naturelles, un droit naturel, une morale naturelle qui est en nous, qui ne nous a pas été inculquée, avec laquelle nous naissons, ou en tout cas dont nous découvrons les valeurs au cours de notre existence, parce que ça vient de nous, c'est notre conscience, au double sens français, non seulement d'avoir conscience, mais aussi une bonne conscience. Hein. En hébreu, on utilise deux mots différents, et en anglais aussi. Je crois qu'on dit conscience and consciousness. En français, on dit conscient dans les deux cas, si ce n'est qu'on ajoute mauvaise ou bonne conscience. Mais ça n'a pas le même sens. En tout cas, cette conscience, cette bonne conscience, cette mauvaise conscience, vient de cette espèce de droit naturel qui s'oppose ou qui fait pendant au droit officiel, à ce qui a été signé, ce qui a été officialisé.